Ligne droite, grand angle. Mais d'abord, nous recevons notre partenaire du jour, Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clémence, bonjour. Vous étiez sur Divisionnaire encore tard hier soir. Vous êtes chez nous aujourd'hui. Vous vivez des vies incroyables et des journées incroyables. Forcément, et ce matin, j'ai deux petits mots. C'est un petit bisou à McKinsey et un petit mimi d'amour à Twitter. Merci à eux pour leur confiance accordée dans ce débat démocratique, chère Clémence. Oui, parce que votre compte a été suspendu. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé direct. Si, on en a parlé lundi. Si, on en a parlé, mais le plus important, c'est notre invité ce matin. Allez, on se tourne tous les deux vers notre invité du jour, Yves Pozzo di Borgo. Bonjour. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Yves Pozzo di Borgo. Bonjour. Vous êtes ancien sénateur centriste et ancien vice-président de la Commission des Affaires étrangères et militaires, notamment. De la défense. De la défense. Hier, en visite en Chine, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a appelé à un ordre mondial multipolaire. Il s'est adressé à son homologue chinois. Avec vous et d'autres partenaires partageant les mêmes idées, nous avancerons vers un ordre mondial multipolaire, a-t-il dit. Le porte-parole chinois, lui, a répondu « La coopération sino-russe est sans limite ». Je rappelle également que le 22 mars, le ministre des Affaires étrangères russe, toujours, rencontrait les ambassadeurs des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. L'ordre multipolaire est-il vraiment en marche? Et est-ce que finalement l'Occident n'est pas déjà qu'un pôle parmi d'autres, contrairement à ce qu'on se laisse, l'impression qu'on se laisse avoir de cette hégémonie, notamment américaine, sur le reste du monde? En tant que sénateur, j'étais représentant du Sénat à l'Union internationale mondiale. Alors, personne ne sait ce que c'est l'UIP, mais c'est en fait l'Assemblée mondiale de tous les parlements du monde. Et ma dernière réunion a eu lieu, c'était une assemblée générale de l'UIP, de cette union parlementaire mondiale, a eu lieu à Dakar. Alors, vous savez, c'est comme une réunion parlementaire, c'est-à-dire que nous avions pendant 10 jours, nous avions les matins des commissions et le soir des séances plénières. Et il y a tous les parlements du monde. C'était à Dakar, au Bangladesh, c'était en avril 2017. Et j'avais été très surpris déjà à ce moment-là, que j'avais déjà ressenti dans cette assemblée parlementaire qui regroupe tous les parlements du monde, avec des parlementaires de tous les pays, de toutes des sénats et des assemblées de tous les pays. J'avais été très surpris de voir qu'il y avait déjà une coupure forte entre, d'un côté, le monde occidental, c'est-à-dire en fait l'Amérique, qui d'ailleurs ne venait plus à ces réunions-là, l'Europe, et puis le monde occidentalisé comme le Japon. C'est-à-dire à peu près 1 milliard 200 000 personnes. En gros, et le reste du monde qui était très unique entre eux, qui ne supportait plus ce monde. N'oubliez pas que ce monde avait été ce monde de la colonisation, ce monde qui n'arrêtait pas de donner des leçons, et c'est le monde occidental. Et là, j'ai senti une fracture, mais d'une force extraordinaire. Et cette affaire et cette guerre d'Ukraine que nous connaissons malheureusement, qui a des conséquences énormes, je crois qu'elle est surtout le révélateur de cette fracture. Et tout ce que je dis là, j'étais très heureux d'entendre que Villepin, qui est quand même notre ancien Premier ministre, un des grands penseurs de notre réflexion internationale, dit la même chose. Lui, il dit, d'un côté, il y a les régimes démocratiques, de l'autre côté, les régimes autoritaires. C'est faux. Je ne suis pas sûr que le monde occidental soit un monde à démocratie, et je ne suis pas sûr que le monde de 7 milliards de personnes qui représentent vraiment actuellement la nouvelle force économique. Il faut bien comprendre que ce mur de Berlin, le nouveau mur de Berlin que nous installons entre l'Europe, les États-Unis et le reste du monde, eh bien, c'est cette fracture qui va en fait façonner le monde nouveau. Et il faut bien voir les rapports de force. Le rapport de force, que cette économie, il ne faut pas oublier que c'est la Chine. Il ne faut pas oublier que c'est l'Inde. Avec 5,4 milliard de personnes, une économie qui devient de plus en plus puissante. Il ne faut pas oublier que, et ce qui est un truc extraordinaire, c'est que dans cette affaire qui a condamné l'agression russe, qu'on continue à condamner, moi aussi je trouve que ça a été vraiment une erreur monumentale, parce que c'est les populations ukrainiennes qui souffrent de tout cela. Mais qui a condamné? Essentiellement le monde occidental. Qui a mis des sanctions? C'est l'Europe, les États-Unis, l'Australie, Nouvelle-Zélande, enfin tout le monde de l'OTAN, le monde atlantique. Le reste, regardez l'Afrique. Elle n'est plus dans la logique européenne. Vous avez la plupart des pays africains étaient plutôt dans une logique de soutenir la Russie. Regardez ce qui s'est passé, un truc extraordinaire, cette réunion des BRICS. Mais qu'est-ce que c'est les BRICS? Ça existe depuis longtemps. Et comme chaque fois, vous savez, du côté occidental, on les méprise un peu. Les BRICS, c'est quoi? C'est le Brésil, donc toute l'Amérique latine, une grande puissance économique. Les BRICS, c'est quoi? C'est l'Afrique du Sud, donc avec toute l'Afrique. Les BRICS, c'est quoi? C'est la Chine.
Les BRICS, c'est quoi? C'est l'Inde. Et quand vous pensez que deux pays comme le Pakistan et l'Inde, qui sont pratiquement en guerre, sont au moins unis face à l'Occident, vous vous rendez compte qu'il se passe quelque chose. Et je crois que dans cette affaire, l'Europe a été très maladroite. L'Europe a été d'une maladresse extraordinaire. Et les Français, je crois que le président Macron porte une responsabilité extraordinaire parce qu'il avait du poids au sein de l'Union européenne. A été d'une maladresse extraordinaire de ne pas rester à l'écart de ce conflit, d'apparaître comme le garant ou l'arbitre qui pouvait cautionner des accords de paix qui sont d'ailleurs maintenant, qui sont plus du tout traités par l'Europe, mais qui sont traités en Turquie, par Israël, par la Turquie, mais pas du tout l'Europe. L'Europe est sortie du monde en se mettant dans les mains des Américains. Et je crois que là, ce que vous disiez au départ, il y a vraiment cette fracture économique, culturelle, sociale qui va s'accentuer. Alors moi je regrette et je préférais, si vous voulez, que d'abord on ait des changements en France et des changements en Europe pour qu'on comprenne qu'on n'est plus dans le giron des Américains, qui restent toujours nos alliés, personne ne conteste ces faits-là, mais qu'il y a un monde nouveau qui s'ouvre et que ce monde nouveau, les équipes, la Commission européenne de Bruxelles n'a pas su la saisir et notamment notre président français que l'on croyait un petit génie n'a rien compris à tout cela et n'a pas compris qu'un monde nouveau s'installait. Alors oui, c'est extrêmement intéressant. Je vous ai écouté chez André Berkoff récemment et vous disiez nous sommes les petits télégraphes des Américains. Donc je voudrais comprendre finalement, est-ce qu'il y a à votre sens une servitude volontaire aux Américains et pourquoi s'il y a servitude volontaire aux Américains? On a d'abord les pays diraient-je, il n'y a plus de nations en Europe. Ce sont l'Union européenne. Alors moi, je suis européen, je suis content. D'ailleurs, on l'a bien vu, dans cette crise, l'Union européenne était très unie. Moi, c'est quelque chose de satisfaisant, première fois. Sauf quand vous êtes unis pour prendre des mauvaises décisions et pour relayer les décisions des Américains, je dis non, c'est une grosse erreur. Et c'est ça le problème. C'est que l'Union européenne, au moins, on peut être content par rapport à toute l'histoire après ce qui s'est passé après 1945. On est ravis. L'Union européenne existe. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est contentée de relayer les intérêts des Américains. Et il faut bien savoir, c'est tout le problème que l'on a. Par exemple, en France, moi j'étais parlementaire, je n'ai jamais fait une loi, j'ai fait quelques propositions de loi, mais c'était peanuts. Qui font les lois? Ce sont les bureaux. Nous votons ce que les bureaux décident. Eh bien, à Bruxelles, vous avez le Parlement européen comme la Commission européenne, qui en fait des directives, c'est-à-dire en fait qui sont nos lois, qui ont de plus en plus de pouvoir, qui sont en fait l'émanation des grands cabinets anglo-saxons qui irriguent complètement la réflexion bruxelloise. Là, on retombe sur l'affaire McKinsey. Mais bien sûr, on retombe sur l'affaire McKinsey. Et on voit très bien d'ailleurs, quand vous prenez simplement la Commission européenne, quand vous voyez Ursula von der Leyen, qui est la présidente, qui est complètement liée avec les Américains, quand vous voyez le PPE, qui a le parti créateur de l'Union européenne, c'est le parti d'ancienne démocratie chrétienne, qui a créé en fait, qui a été, tous les pères fondateurs viennent du PPE, eh bien ils sont maintenant les petits télégraphistes des Américains. Quand vous voyez les commissaires, que vous les prenez un par un, que ce soit Borrell, que ce soit Reynaert, que ce soit Thierry Breton, notre commissaire français, que ce soit Ursula von der Leyen ou d'autres, ou ce soit les commissaires Balz, tous les commissaires, ils sont dans les mains des Américains. Et c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réflexion européenne. Il y a une réflexion qui naît. Il y a une question, je voudrais revenir là-dessus. Vous dites que les Européens ont été unis, mais rappelons-nous que l'Allemagne vient d'acheter les F-35 aux USA. Et elle a arrêté les marches avec les F-16 notamment. Donc l'Allemagne est en train de se remilitariser grandement, sans pour autant faire affaire avec ses petits copains, ce petit partenaire européen. Et puis au début de la crise de la Covid, c'était chacun pour soi. Ceux qui pouvaient récupérer des masques les récupéraient pour eux. On n'était pas du tout dans la solidarité. Oui, mais en même temps, si vous voulez, ils ont quand même procéder à des achats communs. D'ailleurs, ce que je regrette, parce que là, ça a été peut-être pas une bonne décision, des vaccins, notamment ces accords avec Pfizer. D'ailleurs, on attend les textos encore, les Ursula von der Leyen. C'est extraordinaire. Mais oui, les textos, et puis surtout l'enquête du journaliste roumain sur elle, qui est terrible, la corruption qu'il y a. Non, je crois pas. Alors, le problème de la défense, c'est que c'est vrai que le problème de la défense, c'est un souhait depuis toujours. Moi, je me souviens quand j'étais sénateur, et puis surtout toute la pensée de mon parti, démocrate chrétien, à l'époque, c'était de dire, il doit y avoir deux piliers pour la défense européenne, le pilier européen, puis le pilier OTAN. C'était l'accord qu'on avait. Sauf que le pilier européen n'a pratiquement jamais existé. Et là, je crois que vous avez soulevé un problème, c'est que quand j'étais à la commission de défense au Sénat, à chaque fois qu'on voyait les Allemands, on disait, mais écoutez, ça c'est pas possible, hein, les deux seuls grands pays en Europe qui s'occupent de défense, c'est les Anglais et les Français qui mettent le plus d'argent, et puis vous, les Allemands, qui êtes une grande puissance économique, vous mettez pratiquement pas d'argent. Et je me souviens un jour, on dit, bon, mais très bien, écoutez, bon, on sait que vous nous reprochez, nous allons mettre 5 milliards d'euros. Ah, très bien. Alors nous, on pensait que c'était au moins 5 milliards par an. Oui. Non, 5 milliards sur 5 ans. Et puis là, se moquer du monde, parce que c'était se moquer du monde de la part des Allemands, sous la pression d'ailleurs des Verts, hein, pas d'arbre.
Et puis là, subitement, je ne sais pas si vous avez vu il y a à peu près un mois, je crois, c'est ça, dès que le conflit a commencé, les Allemands ont décidé de mettre 100 milliards sur la table pour la défense. Bien sûr. Ce qui veut dire que d'abord, et parce qu'il faut savoir qu'on a découvert cela, ce qui veut dire qu'ils ne croient plus à l'OTAN, même s'ils continuent à acheter les Américains, parce qu'ils se rendent compte que les Américains se sont rendus compte dans cette guerre. Je vais vous raconter une histoire. Ma dernière réunion, j'espère que c'est pas trop confidentiel, mais ma dernière réunion avec Jean-Pierre Raffarin, nous étions le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, nous étions à Moscou, donc à l'ambassade, nous avons vu le général qui suivait les problèmes, qui connaissait bien l'armée russe. Et à l'époque, si vous voulez, l'analyse qu'on a faite, c'est que le rapport de force OTAN-Russie était de 10 pour l'OTAN et 1 pour la Russie. Et la Russie qui a vu ça, c'était en 2017, a travaillé énormément pour avoir des missiles antimissiles, c'est-à-dire pour résister, si vous voulez, aux missiles qui menaçaient la Russie. Et qu'est-ce qu'on a constaté dans cette guerre ? Et c'est là où je crois on ne s'est pas rendu compte de cela, c'est que les Russes ont 3 choses qui sont fortes, les missiles hypersoniques que personne ne peut arrêter. Des systèmes de brouillage extraordinaires, et surtout des systèmes antimissiles extraordinaires avec les S-500. Ce qui veut dire que tous les milliards que l'on a mis dans ce qu'on appelle les armées OTAN, les critères OTAN, c'est-à-dire l'armée américaine, 700 milliards par an, l'armée française, les armées européennes, l'armée française, 42 milliards par an, que tout cet argent pratiquement est parti en fumée. Parce qu'il suffit que je raconte ça, et alors je suis plus sénateur, je n'ai plus les informations comme avant, mais je suis tombé sur un de mes connaissances, un de mes collègues, un ancien collègue, qui est toujours collègue parlementaire de l'Assemblée nationale, dont je ne dis pas le nom, il est assez grand pour se reconnaître, qui est le spécialiste de ce problème-là. Et je l'ai vu, je lui ai dit, mais écoute, moi, ma première réaction quand j'ai vu ces missiles hypersoniques, je me suis dit, eh bien, tous les milliards de l'OTAN et tous les milliards européens qu'on a mis à la défense, ça part en fumée. Il m'a dit, tu as tout à fait raison. Et j'aurais aimé, ce qui me surprend, c'est que dans la campagne présidentielle, sur cette affaire de guerre qui est en Ukraine, on n'ait pas cette réflexion-là. Parce que ça veut dire qu'il faut changer tout. Quand vous pensez qu'actuellement, par exemple, la grande force de l'OTAN, c'est les grands porte-avions, les 11 porte-avions américains, le porte-avions anglais, le porte-avions français, avec un porte-avions comme Charles de Gaulle qui est magnifique, c'est extraordinaire, moi j'ai vu, et qui va toujours avec tous ses bateaux. Mais là, quand il y a un missile hypersonique, il suffit d'avoir un missile hypersonique en plus qui bouge, avec une petite nette nucléaire, tout explose. On n'a pas les moyens de se protéger. Et là, les Américains ont compris. D'ailleurs, vous avez vu, marche arrière complet. Les Allemands ont compris. Et c'est là qu'ils ont décidé de mettre 100 milliards dans la défense. Et qu'ils vont essayer d'avoir pour 2025 un système de protection. Et c'est là où on ne s'est pas rendu compte que, par mépris, par prétention, l'Union européenne, les responsables occidentaux et les responsables américains ont tellement sous-estimé les Russes que là, si vous voulez, on découvre quelque chose que personne ne veut voir ou dont personne ne parle. Moi, j'ai eu cette intuition-là. Je n'ai pas tous les éléments pour analyser, puisque je ne suis plus parlementaire, je n'ai pas les informations comme avant, mais j'ai cet ami parlementaire qui m'a confirmé ce que je disais. Et c'est une question que je pose. C'est une question d'ailleurs du débat présidentiel, et que pratiquement aucun candidat au présidentiel ne récupère. Yves Pozzo-di-Bargo, justement, puisqu'on est en débat présidentiel, vous avez tout à l'heure pointé la responsabilité d'Emmanuel Macron, alors que ce que vous nous expliquez, c'est la responsabilité finalement d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise vision de l'OTAN. Mais l'OTAN ne date pas d'Emmanuel Macron. Pourquoi Emmanuel Macron est particulièrement responsable d'après vous ? D'abord, moi je crois que j'ai raconté chez Berkov, j'étais avec le président Hollande le 6 décembre 2014, quand il est allé voir le président Poutine à l'aéroport privé de Moscou, qui est un peu le Bourget de Moscou, où là il est allé négocier terminer les accords de Minsk, vous savez, qui auraient permis d'éviter cette guerre. Et moi je considère que l'Union européenne et le président Macron sont les principaux responsables de cette guerre. Bien sûr, c'est le président Poutine qu'on ne va pas du tout défendre, mais c'est eux en grande partie responsables. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est que les accords de Minsk ont été vraiment défendus par le président Hollande, je le dis, parce que j'étais là, j'étais pas à la réunion de négociation avec le président Poutine, mais quand le président Hollande est revenu dans l'avion présidentiel, on a pu parler avec lui, j'étais avec un autre collègue sénateur, et il nous a dit expliquer. C'était assez dur, il a bien réussi. Après ça, au Conseil européen de février 2015, c'est-à-dire 2 mois après, il a, avec Angela Merkel, défendu les accords de Minsk contre les Américains, qui intervenaient par le biais des Anglais, des Pays-Baltes qui essaient de démonter ces accords de Minsk. Et il faut savoir que ces accords de Minsk, c'est une affaire européenne. Et c'était quelque chose de fantastique. Pour une fois, les Américains n'étaient pas là. Sauf que les Américains ont tout fait pour casser ces accords de Minsk. Et la responsabilité de président Macron, je trouvais très forte, parce que quand il est arrivé président, alors que l'Europe a donné, l'Union européenne a donné plus de 17 milliards
à l'Ukraine. Il suffisait de dire à l'Ukraine, si vous n'appliquez pas les accords de Minsk, on ne vous donne pas d'argent. Mais sous la pression des Américains, pendant 5 ans, toutes ces réunions sous les accords de Minsk n'ont servi à rien et ça provoquait la guerre. Et on le savait. Moi-même, j'ai fait un rapport sur cette affaire de Ukraine-Russie, cette guerre Ukraine-Russie en 2016. Vous voyez que c'est vieux. On savait tout cela et qu'il fallait appliquer les accords de Minsk, que c'était une affaire urbaine. Et les 2 parrains de ces accords de Minsk, c'était la France et l'Allemagne. Et le président Macron qui est arrivé a laissé filer tout ça. Il ne s'est pas imposé au Conseil européen pour dire, écoutez, pas question que l'on donne de l'argent à l'Ukraine si les accords de Minsk ne sont pas appliqués. Et ça, c'est une faute terrible. Deuxième faute qu'il a fait, c'était sur l'affaire de l'OTAN. Vous savez que l'affaire de l'OTAN, depuis 1989, il y avait toujours eu un accord pour que l'OTAN reste dans ses frontières. Et même en 2000, je vous rappelle que le président Poutine, quand il venait d'arriver comme président, la première chose qu'il a fait quand il a vu le président Clinton, américain, il a demandé à rentrer dans l'OTAN. Et Clinton a dit oui. C'est le fils Bush qui est arrivé après qui a bloqué l'affaire. Deuxièmement, je vous rappelle aussi que le président Poutine, dès 2001, fait un discours pro-européen. Il demande à rentrer dans l'Union européenne. Et c'est les fonctionnaires de Bruxelles qui bloquent tout cela. Et petit à petit, l'OTAN s'est aussi développée. Et une seule chose qu'avait demandé le président Poutine, c'est que l'Ukraine et la Géorgie ne rentrent pas dans l'OTAN. Et en 2008, à Budapest, vous avez une réunion. À l'époque, on s'entendait bien entre l'OTAN et les Russes. Il y avait ce qu'on appelle un comité OTAN-Russie. Et donc, à Budapest, il y avait une réunion avec Bush, le fils, cette fois-ci, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy et le président Poutine. Et c'est le conseil de Nicolas Sarkozy qui m'a raconté cette histoire. C'est le président Poutine arrive très énervé, qui prend à partie Sarkozy et qui dit « Mais si la Géorgie et l'Ukraine rentrent dans l'OTAN, si vous acceptez ce que demande Bush, ça sera la guerre. » Et Sarkozy, très courageux, dit « Mais tu nous énerves, enfin, c'est la façon dont on me l'a raconté, je n'étais pas directement présent. Tu nous énerves, l'Ukraine et la Géorgie ne rentreront pas dans l'OTAN. » Et en plus de ça, le président Sarkozy avait du poids au sein du Conseil européen. Et il a pu dire au Conseil européen, pas question que l'on accepte que l'Ukraine et la Géorgie rentrent dans l'OTAN. Sauf que quand le président Macron est arrivé, une deuxième faute de sa part, c'est qu'il a laissé dire une petite musique au sein du Conseil européen. Vous savez, les 28 chefs d'État, à l'époque il y avait encore les Anglais, qui évidemment les Anglais étaient derrière, eux étaient contre ces accords de Minsk, parce que ce sont un peu les télégraphistes, les Américains. Eh bien, c'était de dire, oh, l'Ukraine est un pays indépendant, donc on ne voit pas pourquoi on l'empêche de rentrer dans l'OTAN. Et cette responsabilité de l'Union européenne, du Conseil européen, cette responsabilité des 2 pays qui étaient les parrains de ces accords de Minsk, c'est la France et c'est l'Allemagne et c'est le président Macron. Et je dis qu'il est profondément responsable de cette crise. Personne ne veut le dire, je le dis. Et non pas contre lui, simplement parce que j'ai vécu cette affaire-là. Et j'ai vécu à quel point que si on avait appliqué les accords de Minsk, on ne serait pas là. D'ailleurs, la négociation qui est en cours, ça reprend en grande partie ces accords de Minsk que le président Hollande, et je le dis, pourtant je suis un adversaire du président Hollande, que le président Hollande avait magnifiquement manœuvré. On ne lui a pas accordé ça, mais je peux vous dire que c'est vraiment lui qui avait négocié ces accords de Minsk, et c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que pour la première fois, sur une crise européenne, les Américains n'étaient pas là, ils ont simplement essayé de détruire ces accords, qui étaient des accords européens, c'est-à-dire avec la France, l'Allemagne, qui étaient les parrains, la Russie, qui étaient les parrains, et puis une négociation entre les Ukrainiens et les gens du Donbass. Donc, et voilà. Ouais. Donc, finalement, quel bilan vous tirez de la politique étrangère d'Emmanuel Macron? C'est un désastre? Parce que c'est un point d'orgue, ça. Écoutez, moi je suis plus parlementaire, mais je regarde de loin, je suis plus qu'un observateur, je suis plus un acteur du moins de réflexion. Qu'est-ce que je constate? Enfin, les échecs permanents. Je ne vais pas parler de l'Afrique. Oui. On a pu... Non, mais pas que le Mali. Mais quand vous pensez que vous avez le président du Sénégal qui a pris position pratiquement dans cette affaire contre l'Union européenne, enfin, alors que c'est quand même notre monde. On se dit, mais est-ce qu'on est encore présent en Afrique? C'est maintenant les Chinois et les Russes. En ce qui concerne un tas d'autres sujets, je ne veux pas revenir, mais c'est vrai que c'est un chapelet de beaucoup d'échecs. Mais comme on sait aussi par rapport à la vente des sous-marins... mais également, c'est pareil. Moi, je me souviens, j'étais en commission de défense. Quand, à l'époque, c'était Le Drian qui était ministre de la Défense, qui était tout fier d'avoir obtenu ce contrat. Et nous aussi, les parlementaires ont été tout fiers. Et puis, vous savez, il se passe quelque chose à l'OTAN, c'est ce qu'on appelle la gestion de l'OTAN, c'est cela. C'est les pilotes, je me souviens des Rafales. Plusieurs personnes m'avaient dit ça quand j'étais à la commission de défense, quand je faisais le tour de nos forces. Il y a à l'OTAN ce qu'on appelle les Four Eyes, ou le Five Eyes. C'est-à-dire que vous avez le Canada, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et les États-Unis. Ce sont eux qui dirigent l'OTAN et c'est eux qui ont toutes les informations. Et je me souviens encore les pilotes du Rafale qui disaient, vous savez, nous on a toujours les informations après eux. C'est eux qui décident tout. Et ce qui m'avait surpris à l'époque, je me souviens,
nous, on était tous contents. Sérieusement, on félicitait Le Drian à l'époque d'avoir obtenu ce contrat. C'était un contrat extraordinaire pour nos usines, pour notre système d'armement. On était très fiers. Et puis moi, j'avais une petite musique dans ma tête en me disant, mais est-ce que c'est possible que les Fourrailles acceptent qu'un contrat aussi important de défense soit passé entre l'Australie et la France? Dans ma tête, c'était ça. Et j'ai pas osé, parce qu'on était tellement euphoriques tous, moi comme les autres. On était tellement contents de ce contrat. Je me souviens, l'ambassadeur de France en Australie était venu nous expliquer tout cela. Enfin, c'était l'euphorie. Pratiquement, on buvait du champagne tous les jours. Et je me suis dit à moi-même, non, c'est pas possible. Et puis je me suis dit, non, je suis pessimiste, j'ai une mauvaise analyse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est tout simple. C'est que quand il a fallu rentrer dans le vif du contrat, les Fourrailles ont repris le pouvoir. C'est tout simple. Et que l'OTAN, comme l'Union européenne, ne sont que les petits larbins des Américains au sein de l'OTAN. Alors, Monsieur Pozzo-di-Borgo, juste une dernière question, parce qu'il nous reste à peine une minute. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi aujourd'hui, Sergueï Lavrov félicite malgré tout Emmanuel Macron? Il dit que c'est le seul, finalement, de l'Union européenne qui continue de rappeler la nécessité d'une autonomie stratégique pour l'Union européenne. Finalement, c'est quoi? C'est de la communication? Oui, non, mais où Emmanuel Macron sait bien faire passer des messages tout en n'agissant pas? Ça veut dire Alors, quoi? il faut bien savoir que lorsque Biden est venu à l'époque, vous savez que Biden voulait entraîner l'OTAN pratiquement dans la guerre contre la Chine. Et c'est le premier de ça, et là je reconnais au président Macron d'avoir été le seul à réagir. Alors c'est vrai c'est des réactions de sa part, mais qui sont positives, et je pense que Lavrov devait faire allusion à cela, je pense. Malgré les critiques que je fais sur le président, sur le passé, il y avait quand même cette position-là. Alors évidemment, il faut la réaliser. Merci beaucoup, en tout cas, Yves Pozzo-di-Borgo, ancien sénateur centriste, vice-président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Merci à vous, Nicolas Vidal. Merci. Et merci à vous tous, chers auditeurs. On a besoin de vous pour continuer cette radio indépendante, cette radio de résistance. Comment on fait, Arnaud, pour soutenir cette radio? Eh bien, pour tout vos dons en ligne, une seule adresse, soutenir.radiocourtoisie.fr. Et puis, la méthode traditionnelle, vous pouvez envoyer vos chèques par la poste à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 à Paris. Et quel est le programme de la journée? Alors, les grands rendez-vous de la journée, tout d'abord en direct tout à l'heure à 10h30, Culture et Éducation, une émission dirigée par Sophie Rouberti. Envoyer ses enfants à l'étranger, est-ce une bonne idée? Un avis, Clémence? Non, je ne peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que demain, la ligne droite continue. C'est la dernière ligne droite animée par Corentin, la dernière ligne droite qui parlera notamment de la sortie du journal François. Vous avez tous entendu parler de François. Eh bien, demain, le journal papier réapparaît. C'est une spéciale pour la 1er avril, mais ce n'est pas une blague. Voilà, et ce sera donc la dernière ligne droite à partir de 7h. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.